Monsieur le journaliste, je voudrais d'emblée vous remercier d'être venu à ce point de presse au cours duquel je souhaiterais évoquer avec vous une problématique cruciale au cœur de l'actualité nationale, en ce sens qu'elle rythme la vie des ménages, des entreprises et de tous les secteurs d'activité de notre pays. Mon propos n'est pas de répéter outre mesure ce qui est devenu une évidence, les graves implications de la crise énergétique ainsi que ses dimensions les plus affligeantes pour tous nos compatriotes. Vous le devinez aisément, je veux bien sûr parler des délestages récurrents. La rareté des énergies fossiles, notamment le pétrole et le gaz naturel, nous expose aux fluctuations erratiques du prix du baril de pétrole. D'ailleurs, par rapport à cette réalité, qu'observe-t-on aujourd'hui? Le pétrole, au moment où je vous parle, coûte très cher. Le baril a dépassé à Londres cette semaine les $100. Toutes les analyses faites en rapport avec la demande croissante des pays émergents comme la Chine, l'Inde et le Brésil confirment cette tendance haussière et fluctuante. Il est dès lors évident que cette situation ne peut qu'être préjudiciable à la soutenabilité de nos efforts dans ce domaine. Malheureusement que l'État du Sénégal aujourd'hui, face à cette grave crise, n'a eu à recourir qu'à un palliatif consistant à louer des groupes électrogènes aux coûts d'exploitation exorbitants et pour une hypothétique production qu'il dit envisager à hauteur de 280 MW. Cette réalité ne saurait être basée fondamentalement que sur des énergies nouvelles et renouvelables. Le premier axe stratégique, c'est l'obligation pour notre pays d'améliorer sa production tout en prenant en compte la fin d'un cycle énergétique dominé, on le sait, par les énergies fossiles et subséquemment se préparer à négocier ce virage mondial crucial. Quant au deuxième axe stratégique, il insiste à ne plus faire du tout thermique l'axe principal de notre politique énergétique. Cela d'autant plus que le niveau actuel du prix du baril et les prévisions de divers spécialistes, je viens de vous le dire, révèlent qu'on a atteint un niveau qui rend l'offre thermique quasiment inaccessible pour les populations et fatalement inhibitrice pour tous les projets de développement. Sous ce rapport, une piste intéressante nous mènerait à la création de 2 champs pour les énergies solaires et éoliennes en phase expérimentale. Je reviendrai sur dans les débats sur ces questions d'énergie nouvelle et renouvelable. Ainsi, sur la base des résultats obtenus, nous pourrions soit changer de cap, soit au contraire développer ces énergies renouvelables. S'agissant du troisième axe stratégique, il s'ancre dans l'optique résolue, claire et durable d'une valorisation graduelle des potentialités hydroélectriques qu'offrent les organismes fluviaux tels le fleuve Sénégal et le fleuve Gambie. Ma conviction est faite que nos problèmes énergétiques ne sauraient être résolus en dehors des perspectives qu'offrent les organisations sous-régionales en agissant dans 2 directions. La valorisation partagée des immenses potentialités hydroélectriques, première dimension, et la construction de plateformes de réseaux interconnectés. Certes, l'hydroélectricité n'est pas une solution ponctuelle ou un pis-aller, mais un choix stratégique
car c'est une énergie propre et bon marché. Notre conviction est que sans ce productible de Manantali, la Sénélec aurait vécu une situation beaucoup plus déplorable que celle qu'elle vit actuellement, au point d'ailleurs de la conduire irrémédiablement vers le dépôt de bilan. La preuve, c'est que le kilowattheure rendu par Manantali à la Sénélec revient à 31,5 francs CFA le kilowattheure, au moment où la Sénélec revend ce kilowattheure à 126 francs. Vous voyez les bénéfices qui sont faits à partir du productible fourni par l'hydroélectricité. Par contre, les centrales thermiques ont des productibles qui varient entre 80 francs pour les moins chers, le kilowattheure, à 150 francs pour certaines centrales, n'est-ce pas, et notamment les turbines à gaz. C'est la domaine des groupes électrogènes qui ne fonctionneront pas au fil mais au gasoil. Peut-être nous serons autour de 200 francs le kilowattheure, alors que Sénélec ne peut pas aujourd'hui vendre l'électricité au-delà du coût actuel. Donc c'est dire que ce ne sont pas des solutions qui nous sont proposées, mais bien des préoccupations électoralistes. En fait, rien ne marche et ce plan va coûter très cher. C'est ça le problème. Ensuite, on a dessaisi la Sénélec et ses cadres. Qu'est-ce que l'APIX a à faire avec la gestion de groupe et de production? C'est ça le problème que nous avons dans ce pays. Pour fabriquer des routes, maintenant c'est la présidence de la République qui les fabrique. Pour faire l'électricité, c'est la présidence de la République. Demain, on dira aux boulangers, laissez-nous faire le pain, parce qu'à la présidence, nous savons faire du pain, et encore, on va donner à l'APIX ou à un agent pour la fabrication du pain au Sénégal. Donc, c'est ça le problème. Il y a une expertise avérée dans ce pays, à la Sénélec et dans le secteur. L'État, bien sûr, doit définir la politique, c'est le rôle du chef de l'État. Le ministre en question, il est chargé de l'application de cette politique. Donc, ils doivent donner les orientations, contrôler le suivi de l'exécution de ces orientations. Mais il ne doit pas se mettre à la place de Sénélec ou de sa direction générale ou de son conseil d'administration. Cela va produire des résultats tout à fait mauvais et d'ici longtemps, nous verrons les conséquences et nous serons obligés de payer, les générations futures vont payer toutes ces options qui sont en fait de fausses options. Alors, 100 milliards, tantôt 600, tantôt 800 milliards. Certains même parlent de 900 milliards. Je crois qu'il y a un peu d'exagération. En plus, on n'a pas suffisamment expliqué où était, disons, où cet argent est allé directement. Il y a plusieurs choses dans cet argent qui a été fait. D'abord, il y a eu, disons, le remboursement du prix d'achat que Elio Hydro-Québec avait fait, d'une part. Ensuite, il y a eu différentes périodes d'augmentation de capital, dont une fois où moi-même j'étais ministre de l'énergie, nous avons été obligés de rajouter 40 milliards en 2001 pour recapitaliser, sinon la Sénélec devait être dissoute conformément au code de l'OHADA. Parce que lorsque les fonds propres sont inférieurs à la moitié du capital, on doit déclarer la faillite. Donc, l'État a été obligé de faire des augmentations de capital successives et je pense que globalement, en 9 ans, il y a eu plus de 100 à 150 milliards sur ce volet. Un autre volet qui concerne les sommes d'argent que l'État a injectées, que l'État doit à la Sénélec, c'est ce qu'on appelle les compensations de revenus. Puisque la Sénélec, on lui fixe un plafond de revenus à partir de la commission de régulation du secteur de l'électricité. Lorsque on veut maîtriser le coût de l'électricité, il y a une formule assez savante d'ailleurs qui est utilisée pour dire que vos revenus sont plafonnés à tel niveau. Et si les charges dépassent, puisque les prix des produits pétroliers augmentent, mais que l'État veut limiter, en ce moment, il y a une compensation qui est faite, qui va du Trésor vers la Sénélec. Cela aussi a représenté près de 200 milliards pendant la période considérée. Plus maintenant les investissements de production et de distribution et de transport. Alors vous avez par exemple la part, non pas de Manantali, parce que Manantali c'est bien avant, mais vous avez la C4 au Cap des Biches pour 30 MW. Vous avez Bel Air qui a été fait entre-temps, vous avez d'autres investissements, Kawon, Ziguinchor. Donc
pour en tout cas ces investissements, l'État a dû mettre quelque chose comme 200 et quelques milliards. Enfin, le reste, je ne sais pas. Parce que aussi, en ce qu'on annonce, ce qui est réellement fait, moi je ne peux pas juger. Il appartient aux auditeurs de dire exactement ce qui a été réellement injecté dans la Sénélec, mais je veux dire, quel que soit le montant, il faudrait le décomposer dans ces différentes rubriques. La part qui revient à l'investissement direct pour les centrales, pour les lignes, il y a eu Touba, Toben Kaolok, avec la coopération iranienne. Donc c'est tout ça que l'État met en additionnant les montants en disant j'ai injecté tant dans le secteur. Donc il faudrait le voir plutôt comme ça qu'une manne de 800 milliards qui est tombée du trésor pour aller à la Sénélec. Je pense que c'est une option qui se défend. Personnellement, je n'ai pas d'objection majeure, sauf qu'il faut que ce soit une opération transparente. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on fasse comme Air Sénégal, où on ne sait pas comment les actionnaires ont été cooptés, combien ils ont mis, etc. Non, il faut qu'on fasse un appel ouvert où le public, mais aussi le privé national qui le souhaite, et même le privé international s'il est intéressé, que des parts soient fixées, qu'on dise qu'on donne par exemple 10% ou 20% au public sénégalais, dans des conditions de transparence absolue. Si c'est le cas, nous n'avons pas d'objection par rapport à l'ouverture de capital. L'essentiel, c'est que l'opération soit transparente. Enfin, vous dites l'Iran, moi je ne suis pas au courant que l'Iran, je crois que l'Iran a assez de problèmes déjà pour son nucléaire civil chez lui. Non, je pense qu'on ne peut pas s'amuser avec le nucléaire. Ce n'est pas très sérieux de parler même ainsi. Le Sénégal, qui a du mal à assurer de l'électricité 24 heures sur 24, ne peut pas parler de nucléaire. Ce n'est pas possible. Parce que pour faire du nucléaire ou des TGV, il faut avoir de l'électricité. Quand on allume des bougies et qu'on a 12 heures de délestage, je crois qu'on est encore à des années-lumière de cette technologie du nucléaire. Donc franchement, il faut qu'on respecte aussi les Sénégalais dans ce qu'on leur choisit de pas du droit d'adhérer à la Sénélec. Pour me donner les preuves. La direction générale de la Sénélec a toujours soutenu que la ville de Fatick fait partie des mairies au Sénégal qui doivent de l'argent à la Sénélec. Alors, je vous dis une chose très simple, je ne prêche pas pour Fatick. D'abord, nous ne devons pas de l'argent à la Sénélec en dehors des factures échues à bonne date que nous exécutons en ce moment. Il y a un problème, un différent entre la Sénélec et les mairies. Et ce différent, disons, se situe au niveau de l'éclairage public. Vous avez deux volets dans les communes. L'éclairage public et, disons, la consommation des bâtiments officiels des mairies, des places publiques, des écoles, etc. Alors, pour ce qui concerne les bâtiments des mairies, toute mairie qui ne paie pas, la Sénélec lui coupe le courant, c'est évident. Aucune commune ne reste sans payer la facture de ces bâtiments officiels. Sinon, elle n'aura pas d'électricité. À ce niveau, c'est comme la SDE, elle coupe l'eau lorsque vous ne payez pas, ou bien, n'est-ce pas, la Sonatel pour le téléphone. Maintenant, pour l'éclairage public, il y a un problème. Déjà, lorsque moi j'étais encore Premier ministre, ce problème s'est posé. Les communes n'ont pas les moyens de faire face aux factures de l'éclairage public. C'est-à-dire, c'est la voirie, ce qui est d'or. Puisque d'abord, c'est une question de sécurité. Il ne faut pas rester dans l'obscurité. Et les villes n'ont pas les moyens de payer souvent cette facture. Peut-être qu'il y a Dakar et encore. Dakar se retrouve avec des factures énormes. Alors, qu'est-ce qui a été fait à l'époque? À l'époque, on avait institué un fonds dit de l'éclairage public. Fonds d'éclairage public qui était alimenté d'une part par la ristourne que Sénélec faisait aux collectivités. Parce qu'il faut savoir que dans les factures, Sénélec restitue aux communes 2,5% du montant de la facture de l'électricité. On a dit autant que Sénélec garde ces 2,5% et ne le paye pas aux communes, étant entendu que les factures qui lui sont présentées pour l'éclairage de chaque commune dépassent de loin ces 2,5%. Mais c'était un apport. Le reste, l'État devrait le payer dans le cadre de ce fonds. Donc les communes n'ont pas à payer aujourd'hui l'éclairage public.